mais un ultra cycliste, pour moi, n'est pas un ultra sportif. Et je me suis d'ailleurs fait très très peur la première nuit. J'en peux plus, j'ai plus d'u, je fais une grosse fringale. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Clément Random, que j'ai déjà eu sur le podcast et que vous pouvez retrouver sur l'épisode 11 pour apprendre à mieux découvrir Clément. Mais là, aujourd'hui, je l'ai juste. Disons que je lui ai demandé de revenir sur le podcast parce qu'il a fait quelque chose que je trouve complètement de malade. Il a traversé la France à vélo pour une course. Mais je vous en dis pas plus et je vous laisse échanger à mes échanges avec Clément. Bonjour et bienvenue dans le podcast Je suis une aventure. Et bonjour Clément, de retour sur mon Oui, podcast. merci beaucoup, merci de m'avoir invité, ça fait plaisir. Merci à toi, ça me fait vraiment, vraiment plaisir que tu reviennes à nous raconter ta superbe aventure que tu as eue il y a Et ouais, quelques jours maintenant. c'est Est-ce que ça. tu peux nous en parler un petit peu, s'il te plaît? Exactement, bah tu vois, il y a tout juste une semaine, vu qu'on est samedi, je finissais une course qui s'appelle la Race Cross France. La Race Cross France, c'est une course longue distance qui est organisée par Arnaud Manzanini, bien connu des ultracyclistes et autres ultrasportifs. C'est une course qui est sur quatre grands formats. Il y a une course de 300 km, une de 500 km, une de 1100 et enfin la plus longue qui fait 2500 km. Celle que donc Toutes tu ces as fait. courses, voilà, toutes ces courses, elles peuvent se faire en solo, en duo, en trio, et avec ou sans assistance. Moi, celle que j'ai choisie, c'était la 2500 km en solo et sans assistance. Sans assistance, ça veut dire que c'est à nous de porter toutes nos affaires, de Mhm. se débrouiller, d'être totalement autonome sur le parcours, pour la nourriture, pour les moments où on dort, pour toute la vie, on va dire, pendant les quelques jours qu'on va passer sur le vélo. Oui, enfin, je suis sans voix. Ça me fait tellement plaisir en fait que tu sois là pour me raconter ça parce que je t'avoue, je l'ai suivi sur Insta et sur tous les réseaux. Je trouvais ça absolument Ah ouais, juste fabuleux. C'est un truc de dingue en fait. c'est Donc, ouais. vous êtes parti du sud de la France, si je ne dis pas de bêtises? Exactement, donc l'itinéraire sur cette course était un itinéraire imposé. Ça veut dire que le tracé était défini par l'organisation de la course avant le départ et qu'il fallait absolument que tous les participants suivent tout l'itinéraire. Donc ça nous faisait partir juste à côté de Cannes, à, à Mandelieu-la-Napoule. À partir de là, on allait rouler dans toutes les gorges du Verdon, remonter partout là où il y a des montagnes, j'ai envie de dire, en Oui, j'ai cru comprendre qu'il y caricaturant. avait quelques cols à passer. Ouais, ouais, c'est ça. Moi, je m'étais fait une petite note sur mon téléphone que j'avais au cas où pour me remotiver, pour suivre un peu l'avancée. Et il y avait 14 cols référencés comme difficiles, Ah oui, euh, quand sur, même. voilà, sur les 1100 premiers kilomètres. Et grossièrement, ça nous menait jusqu'à Annecy, où à peu près à partir d'Annecy, on atteignait la phase dite plate. Plate, bon, à l'échelle de ce qu'on avait fait avant dans les Oui. Alpes, etc. Mais en gros, après, à partir d'Annecy, on remontait vers Lyon, Nevers, on passait au sud d'Orléans pour aller au château de Chambord, et puis ensuite on allait vers Blois, un petit peu au-dessus entre Angers et Laval, pour passer au Mont-Saint-Michel. Du Mont-Saint-Michel, on traversait la Normandie pour rejoindre les plages du débarquement, et à partir de là, on remontait encore plus au nord, en passant vers Ouistreham, Le Havre, et on finissait au Touquet, donc dans le Nord-Pas-de-Calais, juste au nord de Berck. Ah, ok. Et vous aviez quand même des bases de vie sur ce parcours? Parce que, enfin, vu que c'est un itinéraire imposé, il y a des endroits où tu dois passer, où ils vous suivent sur GPS, ça se passe comment? Alors ouais, en fait, chaque participant a un tracker GPS sur lui. Ok. Donc c'est intéressant parce que déjà, ceux qui veulent te suivre, ils savent exactement où tu en es. Toi, tu peux également suivre où sont les autres concurrents de la course en se connectant sur le site internet qui permet de suivre tout ça. Et en plus de ça, oui, sur la course, on avait, comme tu l'as bien dit, ce qu'on appelle des bases de vie. Donc ça, je dirais que c'est des espèces de checkpoints, des endroits où on peut avoir parfois à manger, des petits snacks, des lits de camp si on veut se reposer, un endroit à l'abri s'il pleut, et sur certains, des douches. Donc ça, Ok. c'était pas négligeable, d'autant que sur chacun des parcours, on avait le droit à des sacs de délestage. Donc nous, sur le 1100 km, on avait le droit à 2 sacs de délestage, c'est-à-dire qu'au kilomètre 500 et au kilomètre 1100, on pouvait préparer un sac qui nous attendait lors de notre passage, où on pouvait et prendre des affaires et en redéposer. Ah oui, Heu, donc oui, ça ça peut être pas voilà, mal, ça effectivement. stratégiquement, c'est assez intéressant. Moi, j'avais pas l'habitude de faire des parcours comme ça, et je pense que, tu vois, c'est quelque chose que j'ai pas forcément très bien géré parce qu'en fait, je m'étais mis en tête que toutes les affaires qui allaient me servir, il fallait que je les prenne sur mon vélo.
Mmh. Du coup, les sacs de délestage, en fait, moi, j'avais laissé des barres de céréales au cas où. J'avais mis des chambres à air au cas où je crevais et si j'en utilisais parce que j'en avais quand même une sur moi. Finalement, je m'en suis pas du tout servi. Et sur une des bases de vie, j'avais mis aussi une batterie externe pour pouvoir recharger au cas où. OK. Parce que ouais, là, du coup, enfin, maintenant avec le recul, qu'est-ce que tu aurais mis à la place? Tu aurais mis des choses que tu aurais pas mis avec toi, j'imagine? Tu aurais pas pris avec toi sur tout le trajet? Alors, en vrai, moi j'ai l'habitude de. Enfin, quand tu fais une course comme ça, en fait, le matériel dont tu as besoin, il va pas changer énormément. Il y a juste, tu vois, moi c'est au kilomètre 1100, j'ai déposé ma doudoune, j'avais pris une doudoune, j'avais un peu hésité à la prendre, j'ai bien fait de la prendre. Et en fait, c'est vrai que les phases en montagne, quand on est en altitude, il peut faire assez froid, Mmh. surtout sur les descentes. Donc j'ai été content de l'avoir sur une descente. Mais après, une fois que tu as passé les phases en montagne, comme on connaissait un petit peu la météo à l'avance en regardant sur nos téléphones, je savais qu'il ferait pas particulièrement froid. Et donc, les fringues que j'avais sur moi hors doudoune pouvaient me suffire au reste de la course. Donc là, j'ai déposé ma doudoune, ce qui m'a permis de gagner un petit peu d'espace et de poids dans mes sacoches. Et sinon, je pense que ce que j'aurais remis un petit peu, je pense qu'il y a un point d'amélioration sur cette course, moi, c'est l'alimentation. Ouais. Et j'avais juste mis des barres de céréales rapidement, mais je pense que j'aurais plus remplir mes sacs en mettant à la fois de la nourriture un peu plaisir, des trucs sympas, des bonbons, des Mmh. choses comme ça. C'est toujours cool quand tu passes d'école de montagne d'avoir ça. Et je pense quelque chose, c'est toujours un peu une bête noire, moi, en termes d'alimentation, c'est le salé. Où en fait, c'est quelque chose que tu as envie quand tu es sur le vélo, mais Ouais. quand tu prépares la course, aller se dire je mets un jambon beurre dans mon sac de C'est délestage, vrai. Je suis c'est complètement clairement pas le d'accord. truc que tu penses. Et pourtant, quand tu es sur le vélo et que tu as mangé beaucoup de sucré sur la route, bah en fait, le jambon beurre, bah, Ah, c'est il ce fait que il tu il aimerais fait avoir, plaisir, quoi. hein. Ouais. Et Je connais cette sensation. voilà. Et tu vois, des choses comme ça, du salé, j'y pense pas du tout quand je prépare les sacs. Et c'est quelque chose qui aurait pu m'être utile. Ou Et alors, toute ton alimentation, tu l'avais, avec toi ou du coup tu t'es arrêté des fois dans des boulangeries ou des non, choses je me comme suis ça? beaucoup arrêté. Alors Ouais. moi, en plus, j'aime bien dire, je suis un tout petit gabarit poids plume, et du coup, je dis que j'ai pas de réserve, donc je suis obligé de manger tout le temps. La bonne excuse. Voilà. Et c'est vrai que je m'arrête quand même assez souvent la journée. J'aime bien prendre la pause café boulangerie le matin. Mmh. Alors en fonction de où on se trouve sur le parcours, de l'horaire, etc., je vais m'arrêter le matin entre 7 heures, si je trouve dès l'ouverture de la boulangerie, entre 7 heures et 10 heures, pour me faire un gros petit-déj, prendre un premier café, prendre des pains au chocolat, des choses comme ça. Pourquoi pas acheter un sandwich pour le midi. Après le midi, souvent, si je me fais des sandwichs de boulangerie, je vais faire 2 pauses midi. Je vais faire une pause à midi, une pause à Mmh. 14 heures, parce que je sais que les sandwichs boulangerie, c'est pas forcément le truc qui nourrit le plus, C'est mais ça sûr. s'avale rapidement. Donc Ouais. souvent, je fais 2 pauses milieu de journée. Ça me permet en plus de couper un peu, de faire une pause, tu vois, si je fais une à midi, une à 14 heures, ça fait une pause toutes les 2 heures. Ça te découpe pas trop mal ta journée non plus. Mmh. Après, il m'arrivait aussi de faire un gros goûter, de m'arrêter quelque part, de prendre un truc Ouais, sucré tu pour mangeais tout le reprendre temps du quoi, en poids. fait. Ouais, Tu nous as fait une petite rando gourmande, ah quoi. bah, c'est ça, hein, c'était la race cross boulangerie pour nous. Et puis le soir, pareil. Le soir, des fois, j'essaie de manger un peu mieux, un petit resto, un truc comme ça, un plat chaud, ça fait du bien. Avant de repartir les dernières heures de, de la tranche de 24 heures, on va dire, que je roule. Ouais, parce que du coup, tu découpais comment? Après, enfin, j'avoue, j'ai un petit peu regardé tes stories, donc du coup, j'ai un petit peu analysé le truc. Tu dormais, tu t'es mis vraiment des moments pour dormir la nuit, pour vraiment Ouais, prendre des moments de alors, repos? moi, je sais que rouler la nuit, je sais faire. Mais rouler la nuit, c'est difficile. J'ai des phases, Mmh. enfin comme tous, hein, on a des phases où on est Bah, ouais. fatigué, où c'est plus difficile. Et ma crainte un petit peu, c'était que sur 2500 kilomètres, si je commençais dès les premières nuits à trop pousser, et à taper direct dans la fatigue, j'avais peur d'avoir du mal sur la fin, à être trop fatigué et que mes journées ne soient plus aussi efficaces. Mmh. Heu, Parce que comme on dit et j'aime le répéter, c'est qu'une journée ou une tranche de 24 heures, ça commence la nuit. Si tu as bien dormi, tu roules bien le jour. Si tu as mal Ouais. dormi, tu roules pas bien le jour. Donc pour moi, c'était sur un truc aussi long, c'était important de conserver un rythme, qui me permette de durer dans le temps. Donc à part la première nuit, comme on part à 21 heures où je fais nuit blanche, je voulais dormir toutes les nuits et je me dis: «Au pire, si j'ai les jambes, si je me sens frais,
je diminue mon volume horaire de Ouais, sommeil. attends. Je sais que pour moi, si je dors 5 heures, ça me permet de bien me reposer. Ça me permet en plus de pas rouler trop longtemps quand il fait nuit, parce que 5 heures, souvent, je roulais jusqu'à minuit, et je me lève à 5 heures du matin. Si tu roules jusqu'à minuit, t'as pas l'impression de pousser dans la nuit et de vraiment forcer à rouler vraiment au milieu de la nuit. Et quand tu te lèves à 5 heures du mat, surtout en été, il commence un peu à faire jour, donc tu roules pas longtemps de nuit. Donc avec ça, déjà, tu as l'impression de ne pas trop forcer et de faire des nuits entières. Donc pour moi, c'était une stratégie auquel j'avais un peu pensé. Alors quand j'ai préparé ma course, je savais pas encore où j'allais dormir. C'était un peu ma grosse crainte, c'est que je suis quelqu'un, de par où je m'entraîne, qui a l'habitude de rouler plutôt sur du plat. Je connaissais pas du tout la phase montagne. Donc si je voulais essayer d'estimer, découper mes journées à l'avance, comme il y avait cette grosse phase dans les Alpes, j'étais incapable de dire combien de kilomètres j'allais pouvoir faire et donc où j'allais me trouver au moment où j'allais dormir. La seule chose que je savais, c'est qu'il était hors de question de dormir en haut des cols parce Oui, qu'il bien fait trop sûr. froid en C'est hauteur. ça. Donc il fallait au moins que je redescende et en plus normalement la descente c'est la partie facile, c'est des kilomètres qui vont vite et tu arrives assez rapidement en bas. Euh, donc à partir de là, je me disais, je roule, je vois l'heure qu'il est, je vois l'état de mes jambes, et je suis assez confiant sur le fait de bivouaquer un peu n'importe où. Donc c'est pas une inquiétude pour moi de trouver un endroit où dormir. Donc c'est Et du coup, en exactement. général, enfin, tu trouvais un abri, tu dormais vraiment, Alors justement pas ça, contre la route? j'ai un peu tout fait. Mmh. Bah, la première nuit, j'ai pas dormi, où j'ai fait une micro-sieste de 10 minutes sur le bord de la route. Mais l'intérêt quand tu fais une micro-sieste de 10 minutes, c'est que t'as pas vraiment le temps de te refroidir. Ouais. Donc tu as pas besoin de changer de tenue, tu te poses à côté du vélo, tu t'allonges, et puis c'est parti. La deuxième nuit, donc au bout d'à peu près 24 heures de course, là j'étais avec un autre concurrent que j'ai croisé sur la route, et on était dans des vignes, et on s'est mis juste un peu à l'écart de la route pour pas que les voitures nous voient, et on s'est mis nuit à la belle étoile sur le bord d'un champ. Et là, c'était très bien. Il faisait chaud, donc on a très bien dormi. La nuit s'est vite déroulée. Après, à la suite de ça, on est arrivé dans des endroits où on avait des bases de vie. Donc là j'ai fait. Combien vous avez eu de bases de vie sur toute la course? Alors, nous, il y avait je dirais les grosses bases de vie, Mmh. kilomètres 500 et 1100. Ouais, ça, c'est ce que Et tu il y en m'avais dit, ouais. avait une au kilomètre 300, parce que c'était l'arrivée du parcours de 300 Ah kilomètres. bah oui, 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 Et effectivement. une petite base de vie qui était ce qu'ils appelaient un bed and bike. C'était un petit refuge qui acceptait de nous héberger au kilomètre 750. Donc là, j'y suis arrivé en milieu d'après-midi, et là, j'ai fait une sieste de 20 minutes. Mmh. Ce qui permet je voulais profiter un petit peu, je savais qu'il y avait des lits de camp, qu'on y était bien. Du coup, je me dis: «Bon, je profite d'un matelas, je reprends un peu de force», et puis Ouais, voilà. c'est vrai que là, le sommeil, faut pas enfin, l'alimentation, Bah, c'est important, mais ouais, le sommeil et le repos aussi, hein. exactement. Donc quand tu vois un lit où tu sais que tu vas certes dormir que 10 minutes, mais que ça va être bien reposant pour les jambes, et cetera, je me dis, sur 8 jours de course, je préfère prendre le temps de bien me reposer. Donc j'ai fait ça. Il y a une nuit que j'ai fait en hôtel quand même. Mmh. C'était une option que j'avais pas mis à part. Je savais que je partais avec tout le matos pour bivouaquer dehors, mais je me doutais que sur 8 jours de course, au bout d'un moment, tu es content d'avoir Ouais, d'avoir un un vrai hôtel. confort, quoi. Mmh. Et en fait, il est super bien tombé parce que c'était à un tiers de la course, un truc comme ça, Mmh. ou la moitié de la course. Ouais, parce que c'était au quatrième jour. Quatrième jour, on monte le col de l'Iseran, donc qui est le point le plus haut de la course. C'était à 2970 mètres, si je dis pas de bêtises, donc on était quasiment à 3000 mètres d'altitude. On est arrivé là-haut en fin de journée, et j'étais avec un ami qui faisait la 1100 km, donc lui qui était quasiment arrivé. Euh, et on a eu de la pluie 3 km avant d'arriver au sommet. Donc pluie et vent. Mmh. Donc là, ça s'est bien refroidi. Et du coup, quand on est arrivé au sommet, on était encore un peu mouillé. Et on a attaqué la descente, alors qu'il avait plu, alors qu'on était un peu trempé. Et donc là, on a eu très froid dans la descente. Ah bah, oui. Parce que la descente, tu fais pas d'effort physique. Mmh. Donc comme en vélo, tu as des tenues techniques, c'est des fringues qui tiennent pas forcément chaud, mais qui conservent la chaleur produite par le corps. Donc en fait, en descente, tu ne produis pas de chaleur, donc tu ne te réchauffes pas. Et en plus de ça, comme tu descends relativement vite, bah, tu as beaucoup d'air frais qui t'arrive dessus. D'autant plus que la route était mouillée, donc on était Ouais, tous tout, un petit peu humides. mmh mh. Donc là,
On pensait aller dormir à Bourg-Saint-Maurice, qui était à 30 km ou 50 km, mais uniquement de descente. Mhm. Et finalement, on est arrivé à Val d'Isère, on était tous les deux congelés. On a vu qu'il y avait des cafés d'ouvert, on s'est dit, bon, on prend au moins un café chaud, un truc comme ça, et après on repart. Finalement, on s'est arrêté dans un des premiers trucs où il y avait de la lumière, il était 20h30. Et là, en fait, c'était un resto qui faisait des fondus. Oh, On excellent. s'est regardés tous les deux. On n'a pas hésité très longtemps. Je me Et on doute. s'est fait une énorme fondue au milieu de la course. Et ça a fait un bien, mais fou. C'était génial. C'est un super souvenir Mais qu'on a de la course. c'est ça, c'est des petits détails comme ça quand tu Ah fais ouais. une épreuve pareil, ça change tout. Bah ouais, se retrouver avec quelqu'un que tu connais, alors que t'es trempé, et de se faire une énorme fondue, C'est ça. c'était trop bien. Et en plus, le resto, ils étaient trop cool parce qu'ils ont vu qu'on était trempés. Du coup, ils nous ont apporté des serviettes pour qu'on puisse s'essuyer un peu les jambes et pas avoir trop froid. Enfin, vraiment trop bien. Et quand on était en train de manger, on regardait un petit peu où est-ce qu'on allait dormir. Et on a vu qu'il y avait un hôtel à 200 mètres du resto qui était pas très cher, où il restait des chambres. Donc on s'est Donc, dit, bon, bah, et on va faire un hôtel. il faut digérer hein, en même temps. Exactement. Et là, on a super bien dormi parce qu'à l'hôtel, bah déjà, tu dors bien. On a pu prendre des douches et laver nos affaires. Mhm. Et c'est la seule fois de la course où j'ai pu prendre une vraie douche et laver mes fringues. Donc après ça, j'ai quand même passé 1800 km de vélo sans prendre de douche. Ah oui, quand même. Ah, Donc, l'arrivée devait être sympathique. ouais, on était content d'arriver. Tu Ouais. m'étonnes. Et je voudrais revenir sur un peu avant la course, au niveau de la préparation de cette course, justement, parce que ça demande quand même un minimum bah, de regarder le tracé, de savoir ce que tu vas mettre, Ouais. justement, qu'est-ce que tu vas emporter. Ça t'a pris combien de temps? Comment t'as géré justement cette partie-là de Alors, avant la ma course? prépa, je dirais qu'il y a une part de préparation physique qui, elle, se déroule sur toute l'année avant. Euh, je l'avais expliqué dans quelques vidéos que j'ai faites. Pour moi, la préparation physique, tu as, sur une course comme ça, en fait, tu as 80% de la course qui se fait au mental et 20% qui se fait dans les jambes. Donc, tu as certes besoin d'avoir une bonne condition physique, mais un ultra cycliste, pour moi, n'est pas un ultra sportif. Je m'explique, tu vas faire un marathon, tu vas faire un excellent temps, tu as Mhm. besoin d'avoir un entraînement énorme. Tu as besoin de faire du gros volume, de faire l'entraînement spécifique, de sortir très souvent, etc. Sur un sport comme ça, sur l'ultracyclisme, en fait, l'ultracyclisme, c'est un tout. T'as pas que la partie sportive. Donc oui, tu as besoin d'une condition physique, mais c'est pas forcément le plus sportif, le plus affûté, celui qui a fait le plus de kilomètres d'entraînement qui va gagner, parce que c'est une course où tu dois justement gérer ton sommeil, ton alimentation, etc. Et ça s'illustre parfaitement quand on voit le profil des gens qui ont fait la course. Le dernier finisher qui a fini en temps, il avait 75 ans. Eh ben, Donc autant dire que le mhm. mec de 75 ans et moi à 25 ans, notre forme physique, si on fait un sprint côte à côte, je pense Ah non, qu'on c'est sûr. on a des conditions physiques différentes. Donc voilà, donc c'est vraiment un tout. Le côté sport, en fait, tu vas plutôt t'entraîner toute l'année, t'habituer à rouler longtemps, et là où tu vas gagner du temps sur ce genre de course, ça va être sur ne pas t'arrêter, ou Mm. faire le plus d'heures sur la selle sur une journée. Ouais. Euh, donc voilà pour la préparation physique. Ensuite, la préparation matos. euh, Là-dessus, j'étais quand même relativement confiant dans le sens où c'est pas la première fois que je fais une course Oui, comme oui. ça. Mm, J'ai l'habitude de dormir sur mon vélo, d'emmener mes affaires, de rouler longtemps. Donc j'avais déjà, on va dire, un capital matériel qui était déjà acquis, que j'avais déjà utilisé, donc que j'avais déjà expérimenté, sur lequel j'étais confiant, que j'avais déjà testé. J'ai quand même racheté du matériel. À chaque course, je fais toujours un point sur ce que j'ai, ce qui s'est bien passé les années d'avant, ce qui me manque, et sur les choses que j'ai pu améliorer. Euh, Là, j'ai fait un peu un bon craquage chez Rafa où j'ai acheté pas mal de mm. fringues avant le départ, mais qui étaient super parce que des habits très techniques, donc qui ont vraiment pu m'être utiles. Une semaine avant le départ de la course, j'ai posé des vacances et je ne travaillais plus parce que je savais que j'avais besoin, avant une course comme ça, on allait très peu dormir, donc j'avais besoin de dormir beaucoup avant la course, Mhm. de me préparer et je me connais aussi, plus le départ approche, plus je stresse. Alors que je sais Ouais. parfaitement comment se déroulent ces courses, il y a pas d'inconnu, enfin, c'est bête et méchant, mais ce genre de course, il faut juste pédaler, c'est ce que je sais faire toute l'année. Ouais, ouais, c'est ça. Non, non, Donc mais on a toujours cette petite, c'est peut-être une voilà. petite pression ou.
En tout cas, Et c'est je me normal. rappelle, moi, à partir du moment où j'ai pris le train pour aller à Mandelieu et les journées avant le départ, j'étais stressé, mais comme pas possible. C'est fou ça. Et mais je me connais, hein, je sais que c'est comme ça. Et au top départ de la course, boum, tout le Ouais, tout stress s'arrête. retombe et là, c'est Mmh. fini. Je sais que j'ai plus qu'à pédaler jusqu'à l'arrivée et puis c'est bon. Donc ouais, ma préparation, elle a bien duré quand même, 1 semaine avant où là, j'ai fini de réfléchir à tout mon matos. Mmh. J'ai fait les derniers préparatifs que je voulais sur le vélo, s'il y avait des améliorations à faire. J'ai eu la chance d'avoir Hutchinson qui m'a aidé, qui m'a filé des pneus que j'ai testés en des prototypes qui vont faire pour des pneus longue distance. Donc j'ai fait le montage de ces pneus, j'ai préparé un peu tout le vélo. J'ai fait 1 ou 2 sorties courtes où j'ai pris tous mes bagages avec moi Ouais. pour vérifier qu'il y ait pas une sacoche qui ballotte, qui frotte, qui pourrait abîmer le cadre, qu'il y ait pas un truc, je sais pas, qui va pas du tout, une sacoche qui bloque quand je tourne le guidon, un truc comme ça, pour s'habituer un petit peu à tout le matos. Et après ça, je me dis: «OK, c'est bon, je suis prêt». Donc là, bah, j'ai mis mon vélo en housse et puis c'était parti pour le départ. Ton matos en tout, ça représentait combien de poids à peu près, en plus sur ton vélo du coup? Alors je l'ai pas pesé, mais cette année, je me suis surpris, j'étais quand même assez léger. Hem, en poids, je dirais que j'ai, 5 kilos à la louche. J'ai un c'est Ah une oui, donc c'est estimation comme ça, largement hein, je l'ai pas ouais, pesé. ouais. En gros, en termes de volume, je suis plus capable de te le représenter. Mmh. J'avais une petite sacoche de cadre, donc qui est au-dessus des bidons, Ouais. où là, j'avais le matos que j'ai à portée de main. Donc ça va être de la place pour des barres de céréales, de la place pour ou la veste de pluie que je peux enlever et remettre rapidement ici, les batteries externes pour recharger téléphone, GPS et cetera. Le matos de réparation, le matos type, trousse de toilette et enfin derrière, dans ma sacoche de sel, là, j'avais une sacoche de sel qui devait représenter 10 ouais, 8 litres? 8 litres, quelque chose comme ça, ouais. Et là, j'avais mon matos de couchage, donc j'avais un matelas, un duvet, un sursac étanche et j'avais, bah, un petit peu de matos réparation pour le vélo, mais qui finalement ne m'a pas servi du tout, parce que j'ai eu aucune Ouais, galère c'est ce que mécanique. j'allais dire, tu as eu aucun, pépin Non, mécanique? pas une crevaison, rien du tout, Punaise, c'est beau ça. donc c'était pas mal. Si j'ai juste eu, j'ai des dérailleurs électroniques et Mmh. j'avais pris le chargeur parce que je sais que l'autonomie est à peu près de la durée de la course et à 10 kilomètres de l'arrivée, mes batteries étaient faibles et je pouvais plus changer de plateau et Ah! comme j'avais le chargeur au fond du sac, je me suis dit: «Bon, il Ouais. reste 10 bornes, c'est tout plat, je vais pas avoir besoin de changer de plateau, donc je m'arrête pas pour sortir le chargeur, je m'en fous, je continue». Donc, mais les vitesses à l'arrière passaient quand même, donc finalement ça m'a vraiment pas dérangé. Hem, et voilà, et OK. pour revenir sur ma sacoche de sel, dedans j'avais aussi tous les fringues, plus chauds, où j'avais, Mmh. des gants légers, j'avais un tour de cou, j'avais une veste de pluie, j'avais un gilet, isolant, pour avoir chaud, j'avais des manchettes, heu, et puis voilà. Oui, tu avais qu'une seule tenue de toute façon là pour tous Ouais, les ouais. Mais en fait, sur ce genre de course, tu sais que tu vas pas forcément te changer. mmh. Il y en a qui choisissent, d'avoir plusieurs cuissards, par exemple, ou pour en laver un sur la course, ou ceux qui dorment à l'hôtel, ou alors d'en mettre d'autres cuissards sur les, sacs de délestage, sur les bases de Mmh. vie. Heu, Moi, j'avais réfléchi un petit peu à ça et en fait, je sais que j'ai un cuissard dans lequel je suis très bien, très confort. Mmh. Je sais que je peux le garder longtemps, et il a l'avantage de vite sécher si je le lave. Donc en fait, je me suis dit: «OK, je pars en fait avec un seul cuissard. Ce cuissard, je le connais. Ouais. Comme ça, je sais que j'aurai pas besoin d'en Mmh. changer et de me «réhabituer» entre guillemets à un autre ou quoi». Et finalement, c'est un choix qui s'est avéré assez judicieux parce que j'ai eu aucune douleur, pas d'irritation ou quoi. J'ai même été assez surpris là-dessus parce que je me rappelle l'an dernier, j'avais fait une course de 1 200 kilomètres. Bon, il avait fait beaucoup plus chaud. On avait eu des parties un peu canicule où on avait roulé à 38-40 degrés. Oui, Et effectivement, oui, là, un peu en fait, canicule, quand oui. tu sues beaucoup, avec le sel de la sueur, ça t'irrite vachement. Et donc là, j'avais fini la course avec un mal de cul pas possible. Alors que là, sur cette course, franchement, ça a été nickel. J'avais de la crème chamois, qui est de la crème pour les irritations, et cetera. Et bah, le tube est resté tout au fond de ma sacoche et n'a jamais servi. Et donc tu penses tu roules sur quoi comme vélo?
Enfin, t'as pris quoi en tout cas pour cette course? Alors, je suis ambassadeur de la marque Heroin depuis un peu plus d'un an maintenant. Ils m'avaient fourni un vélo, un Heroin à disque. J'étais en frein à patin avant et là ils m'ont changé le vélo pour avoir des freins à disque, ce qui était un choix assez judicieux vu la quantité de montagne qu'on a fait. Mhm. Heroin, c'est une marque assez haut de gamme qui fait des vélos sur mesure. Donc moi, comme je suis ambassadeur, j'ai pas la chance d'avoir un vélo qui soit taillé à mes dimensions, mais j'ai quand même la chance d'avoir un vélo très bien fait. C'est du artisanal haut de gamme, donc c'est un vélo en carbone. C'est ce qu'ils appellent un vélo ultime, c'est-à-dire que c'est pas le vélo le plus léger, c'est pas le vélo le plus aéro, mais c'est un vélo qui fait un peu tout. Et il a la chance d'être quand même assez confortable aussi pour la longue distance. Donc c'est vraiment un vélo sur lequel je suis très bien, qui est équipé avec un équipement assez haut de gamme, donc très fiable sur ce genre de course, très confortable. Euh, donc voilà pour le vélo. Les pneus étaient en tubeless, donc ça veut dire sans chambre à air. Donc ça permet de, si tu as une micro crevaison, ça se répare tout seul parce qu'il y a un liquide préventif qui va boucher les trous. J'ai même pas eu une seule micro crevaison comme ça. Et sur l'équipement vélo, on va dire, j'avais aussi des prolongateurs. Donc pour se mettre en position un peu plus aéro sur le vélo, mais quand on fait la longue distance, on a des prolongateurs avec souvent assez rehaussés, surélevés, ce qui permet en fait euh, pas uniquement de chercher la position aéro, on la cherche un petit peu, mais c'est pas l'avantage premier. C'est surtout de chercher une position plus confortable et plus reposante pour les mains. Parce que si on reste sur le guidon tout le temps, eh ben, sur la Ouais, à la paume fin, des mains, on c'est. va avoir des points de pression et sur des longues heures de selle, ça peut faire des douleurs. Alors que l'intérêt des prolongateurs, c'est que tu te crées un autre point d'appui, une autre position sur le vélo et qui permet de te reposer un petit peu. Complètement. Point météo, parce que tu as fait quand même du sud au nord, donc j'imagine, puis tu es passé sur des Voilà. vallées. Je pense que tu as dû avoir un petit peu de tout, même si on était en On a plein eu de été. tout. Que s'est-il Ouais, passé? on a Vraiment de clairement tout? eu de tout, du très chaud au début. Je me rappelle sur le village départ, on était en t-shirt, on était en sueur alors qu'on avait à peine commencé, on n'avait même pas fait de vélo. Euh, non, on a eu de la chance sur le 2500, on est parti la nuit. Et donc en fait, la première nuit, il a fait super chaud. Donc on n'a vraiment pas eu froid la nuit. Donc Mhm. assez chaud au début dans les gorges du Verdon, etc. Euh, Ensuite, on a fait pas mal les premières journées un petit peu montagneuses, où là, on a eu assez chaud quand même. Mais chaud sans avoir trop chaud. Ça, c'était pas mal. Après, arrivé dans les Alpes, les températures étaient un peu plus moyennes, on va dire, vu qu'on est un peu en altitude. On n'a pas eu de pluie avant le col de l'Iseran. Col de l'Iseran, là, c'est là où je t'expliquais tout Ouais, à l'heure, tout à on a l'heure, été trempé en haut. Donc là, bien froid quand même, mais dès que c'est sec le lendemain, il fait plus très froid. Bon, on se couvre quand même pas mal quand le matin, quand tu roules à 5 heures du mat, tu es obligé de mettre une épaisseur en ouais. plus quand même. Et après, c'était d'ailleurs un gros dilemme, c'est quand on est arrivé à la base de vie et côté d'Annecy au kilomètre 1100, c'était au sud du lac d'Annecy en fait, à Doussard exactement. D'accord. Euh, et là, je me rappelle, je me suis questionné très longtemps parce que, en gros, on est arrivé à Annecy, enfin la base de vie de Doussard, pardon, à 19h30. Mhm. Là-bas, on avait tout ce qu'il fallait, de quoi charger les batteries, des lits, à manger, etc., etc. Il était 19h30. Donc, bah, première chose à faire, je me suis dit, bon, bah, je mange déjà, et je réfléchis un peu après. Et je regarde la météo et je vois qu'ils annoncent de la pluie dans la nuit. Et gros dilemme. Pour moi, je me dis, bah, qu'est-ce que je fais? Il est 19h30. D'habitude, si je roule jusqu'à minuit, j'ai quand même encore pas mal de temps où je peux faire des kilomètres. Si je roule 4 heures, je fais une centaine de bornes, j'avance quand même pas mal. Et je me dis, où je fais ça? Et j'arrive dans la nuit, et je sais qu'il va pleuvoir, donc il faut que je Ouais. trouve un endroit où dormir qui soit abrité. Un Mhm. arrêt de bus, n'importe quoi, une grange, j'en sais rien, mais il faut que je trouve un endroit abrité parce qu'il va pleuvoir. Et même si j'ai prévu des affaires étanches pour la nuit et un sursac étanche, je dormirai quand même 1000 fois mieux Ah en oui, oui. étant vraiment au sec. Et Mm. surtout, si mon duvet est mouillé, c'est la galère pour les nuits d'après. Donc ça, c'était le premier choix. Deuxième choix, c'était de me dire, bah, au pire, ce que je fais, c'est que je dors ici. Il est tôt. Et je me lève tôt dans la nuit et je Ouais, repars tu rouler. repars. Mm, mm. Et finalement, en pesant le pour et le contre des deux solutions, je me suis dit, ok,
on est à peu près à mi-course, je suis pas trop en retard par rapport à ce que je pensais faire, etc. Et je me dis, à mon avis, ici, les gars d'élite, quand je dormirai mieux, donc je vais me coucher tôt. Et je me lève à 4h du matin. Normalement, le gros de l'averse est passé. Et à 4h du matin, je me lève et je commence ma journée. Oui, Donc, donc c'est une stratégie qui, oui, qui est gagnante. Mais c'est vrai que sur toutes ces choses-là, faut pas les laisser à. Enfin, tous réfléchis. bah, Parce c'est que ça ça, peut ouais. vraiment Choix, après tout chaque changer choix sur a les un jours à impact venir. énorme. Ouais. Et on était avec d'autres concurrents. Et bon, ce qui est marrant sur ce genre de course, c'est que ça a beau être tes concurrents, tu leur fais part de tes stratégies. Et au final, on se met presque tous d'accord pour faire à peu près la même chose. Et Oui, même bon, si sur on de ne roulera l'ultra, de toute pas, façon, la ouais, concurrence, je pense que c'est c'est ça. différent, là. Et même si on roulera pas forcément ensemble toute la journée, c'est cool de partir à plusieurs et que quand t'es tout seul à te lever à 4h du mat pour aller rouler, des fois ça pique. Ouais, ça, je me doute. En parlant de, tant que tu es, dans les Alpes, quel a été le col? Parce que tu m'as dit qu'il y en avait quoi, une quinzaine, c'est ça, Ouais, de cols à 14 passer? balles. 14 cols, quel a été le plus dur pour toi? Euh, je pense que pour moi le plus dur parce qu'il était long et haut, c'était le col de l'Iseran, qui en plus arrivait dans les derniers cols qu'on a fait. Mhm. Donc on commençait à avoir pas mal de fatigue de ce qu'on a fait avant. Il y a le Ventoux qui a été assez difficile, Oui, ce que mais j'allais dire, parce qu'il y avait quand même le Ventoux au début, il me en semble. fait, je pense que mentalement, j'étais prêt à ce que le Ventoux soit une partie très difficile. Mhm. Et donc, je m'étais vraiment préparé à en chier. Et au final, Et quand du coup, tu... c'est passé tout seul. Bah, ça passe plus facilement quand tu sais que ça va être difficile. Tu vois, quand t'as un imprévu, une difficulté en plus, c'est toujours plus dur à gérer. Alors que quand tu sais que ça va être difficile, ça passe pour moi avec plus d'aisance. Ouais, bah, ouais, Donc, complètement. pour moi, c'était pas forcément lui le plus dur. Euh, voilà. Ouais, puis après, je Ouais, pense qu'aussi le temps que tu as, enfin la météo que tu as eue, effectivement, si c'est dans les derniers, c'est sûr que ouais, ça rend les exactement. choses plus compliquées, plus Ouais, et dures à gérer. le Ventoux, c'était pas mal parce qu'il y a un refuge à 1h avant d'atteindre le sommet, ou 1h30, et on y arrivait tout juste à 18h, où c'était l'horaire à peu près de fermeture, mais on a pu prendre un truc à manger, à boire là-bas. Et ce qui fait qu'en fait, on est arrivé au sommet du Ventoux à 19h, donc Mm. horaire où c'était dans le début de la course où il faisait chaud, mais à 19h, il commence à faire un peu plus frais. Donc les températures ont été assez agréables. On n'était pas mort de chaud en arrivant au sommet du Ventoux, quoi. Non, Donc ça, c'était cool. et donc après, là, on a passé toute la partie des Alpes. Après, tu as toute la partie plate. C'était pas trop long, justement, après avoir été autant dans les montagnes? Alors, Enfin, ouais, plate, en plus ou fait, moins. ouais, bah, t'as un énorme changement de décor, en fait. Parce que tu viens de passer 4 jours où les journées, les kilomètres sont rythmés par des montées, des descentes, des paysages de dingue, parce que bah, c'est comme partout, hein, dès que tu prends l'altitude, le paysage il est super, super beau. Mm. Et quand tu arrives sur des zones plus plates au centre de la France, le paysage est quand même totalement différent. Donc je sais qu'il y en a pas mal qui ont pris cher là-dessus sur le mental parce que on a passé des jours à voir des trucs de malade, à être rythmé par se dire ah, j'ai un col dans 50 bornes, j'ai encore dans 30 bornes, j'ai un col Mhm. maintenant. Après, une fois que tu as monté le col, j'ai des kilomètres de descente qui vont tout seuls. Là sur le plat, les kilomètres se ressemblent. Il faut la même force pour faire le kilomètre 100 ou 200, du C'est 200 au ça. 300, du Mm, 300 au 400. Euh, voilà, mais moi j'avais un désavantage, c'est que comme je viens d'Orléans, j'ai commencé à faire du vélo à Orléans. À Orléans, on passait au sud d'Orléans et c'était le milieu de la zone plate, si on résume mhm. grossièrement. Et en fait, j'avais un peu l'impression d'arriver chez moi. Enfin, je savais que j'allais passer par des routes sur lesquelles je m'étais déjà entraîné plein de fois, donc que je connaissais. Et ça me faisait un petit plus Oui, je pense que qui c'était me un donnait avantage, envie ouais, pour toi. d'arriver. Enfin, Ouais, ouais, voilà, ouais, ouais, si, si, j'avais mais un peu mentalement, l'impression d'arriver chez moi. c'est ça. Ouais, Donc, puis ça, quand t'as les souvenirs aussi, mentalement, ça aide. bah Dire, ah, bah, ouais. c'est ici que j'ai commencé à rouler et tout, donc oui, effectivement. Ouais, le château de Chambord, je l'ai fait plein de fois, j'ai déjà passé 2 nuits et tout. Là, je l'ai passé en fin de journée, donc j'étais content de retrouver un endroit connu au milieu du parcours. Donc je pense que ça m'a aidé à passer plus vite, hein. Mais il y en a beaucoup qui ont eu du mal, surtout qu'après ça, on a eu des journées passées un peu après Blois où on avait le vent de face. Ah oui. Et Mm. là, c'était dur, c'était long, parce que tu sais que le matin, tu as le vent de face. Et Mhm. comme on traverse la France, donc on va pendant plusieurs centaines de kilomètres grossièrement dans la même direction, C'est ça. tu sais que si la météo change pas, bah, Ouais, t'as le vent de face tout le temps. ouais, donc ça Donc c'est. Ouais, je pense qu'il y a une grosse partie
mental à gérer, effectivement, Ouais. en essayant de vraiment prendre du recul sur pas mal de choses. Quel est d'ailleurs, en parlant de mental, quel est ton sentiment une fois que tu as passé la ligne d'arrivée? Euh, Soulagement ou ouais, bah ouais, c'est fini, c'est. soulagement, grosse joie. Mhm. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, quand tu passes la ligne d'arrivée, tu réalises à peine ce que tu as fait. En Ouais, fait, je pense qu'il faut un tu fait un moment truc pour. qui est tellement long. Mm. Tu passes l'arrivée. Moi, j'ai terminé la course en 8 jours, 4 heures et 27 minutes. Et le moment où tu passes l'arrivée, tu te rends doucement compte, mais tu mets quelques jours à réaliser que tu as passé 8 putains de jours sur ton vélo, du Mm. lever du soleil au coucher du soleil. Donc Non, c'est impressionnant. une semaine entière, tu étais sur ton vélo, tu as fait des kilomètres et tu as fait ça tout le temps, Tu as tout le temps, traversé la tout le temps. France, quoi. Et voilà. Et en plus, t'es parti de la mer Méditerranée et t'arrives dans le Nord-Pas-de-Calais en faisant des détours. Oui, On n'a sinon pas ce serait pris, loin. on n'a pas pris le trajet le plus direct. Non, on peut pas dire, non. Voilà. Donc, non, c'est assez impressionnant. C'est une fierté et j'ai eu l'immense chance d'avoir pas mal de gens qui m'ont soutenu sur Instagram, à m'envoyer des Mm. messages, etc. Et ça faisait chaud au cœur. Et même dans les jours après, j'avais des félicitations tout le temps, des gens qui disaient mais c'est incroyable ce que tu as fait. C'est Et je incroyable, pense oui, que c'est oui. aussi en voyant tous ces messages qu'on se dit que bah finalement ça y est, on l'a fait. Et on se rend compte un petit peu de l'immensité du périple qu'on vient d'accomplir. Je comprends complètement ce que tu dis parce que quand j'ai fait l'ultramarin et que je suis arrivée, j'étais très contente aussi. Mais Ouais. je me rendais pas compte des 180 km que j'avais couru. Ah, Et c'est vraiment avec les messages en fait de personnes qui disent mais c'est impressionnant ce que tu as fait, c'est trop bien. Ah ouais. bon? Ah ouais. Et puis c'est avec le recul, tu fais ah ouais, c'est vrai que quand même, il n'y a pas tout le monde qui fait ça. Ben, c'est Mais je pense ça. que c'est vraiment les autres qui te font prendre conscience de ces choses-là parce que toi, tu es Ouais. dans le truc et surtout quand tu passes une semaine, au final, c'est. Mm. Il faut prendre du recul quoi, pour vraiment comprendre que Ah bah, ouais, ce que tu as ouais. fait, ouais, c'est exceptionnel. Et il y a un truc qui était marrant, c'est que des fois on s'arrêtait dans des cafés. Et souvent on s'arrêtait un peu rapidement. Et les gens disaient ah, vous faites du vélo, c'est cool, vous allez où? Hmm. Vous êtes parti d'où? Et bah, toi, t'es au milieu de ta course, tu dis ah, bah, on est parti du côté de Cannes et on va au Touquet. Et les gens disent non, mais attends, mais le En Touquet, combien d'années? il y en a plusieurs ou c'est pas dans le nord? Enfin, c'est loin, non? On dit ouais, mais c'est une course, on fait 2500 bornes. Et là, t'avales ton café, tu t'en vas. Et je pense que les gens, ils comprennent pas en fait. Ouais, non, non, après, Tu- C'est ça non, qui est non. marrant, c'est que on en reparle avec d'autres concurrents, c'est quand on dit ça aux gens dans des restos, dans des cafés, des gens qu'on croise sur le bord de la route, c'est que les gens, tu leur dis 2500 bornes, bah en fait, on leur aurait dit 300 bornes ou 2500, en fait, c'est presque Oui, pareil. Pour eux, c'est c'est ça. beaucoup ou c'est C'est trop, c'est ça. mais c'est presque pas possible et ils se rendent pas compte de l'effort. Et Non, en non. vrai, c'est presque beau de voir que tu fais un truc surhumain et ça passe presque inaperçu. Et des fois, c'est cool de faire un truc et bah, t'as juste animé la discussion pendant 10 minutes dans un café où il y a un mec qui a son nom sur son casque qui est passé Mm. prendre un café, qui est resté 3 minutes et qui est reparti sur son vélo. Et c'est tout. Et c'est marrant, ça Mais c'est apporte la vrai que tu as petite raison, touche en fait, d'humilité oui, dont c'est tu as ça, besoin c'est aussi sur la course. complètement. Mais en fait, c'est tellement ouf que, Ouais, ouais, quand tu le dis à certaines personnes, oui, mais je remets ça sur la course à pied, mais effectivement, tu dis que tu fais 30 bornes en courant, les gens font waouh. Bah, ouais, quand c'est tu dis ça. que tu en fais plus, tu T'en fais, fais ils font 180, toujours, ouais, ils les font, ils font gens, exactement le même waouh. Et ouais, pourtant, toi, ouais, tu te c'est dis, ça. mais en fait, non, c'est encore plus. Non, non, tu devrais faire un waouh pendant 10 minutes là. C'est ça. C'est vraiment ça en plus. Mais du coup, Ouais, ouais, ça remet aussi un peu les pieds sur terre en disant, ouais, je fais un truc de fou. ouais. Mais tout le monde peut comprendre. Bah ouais, non, mais j'adore cette vision extérieure. Parce que Mm. des fois aussi, les gens ils disent ah, mais qu'est-ce que vous faites? On dit ah, mais on fait une course de vélo. Et en fait, les gens ils te voient tout seul en train de prendre ta pause, de C'est ça. t'annoncer, de prendre un C'est sandwich. c'est- Je dis mais comment ça tu fais une course de vélo? Mais t'es tout seul là. Je dis ouais, non, mais les autres ils sont loin devant, loin derrière, mais vous allez peut-être en voir passer. Il y en a peut-être qui sont passés il y a peut-être 1 ou 2 jours. Et quand je leur c'est dis ça, ça. les gens ils réagissent pas parce que il y avait Ouais, un écart énorme hein, entre les premiers et les derniers. ouais, il y a combien entre le premier et le dernier concurrent? Il y a combien de jours? Le double. Ah ouais! Le, le Le premier, il met combien premier, de temps? c'est J'ai pas Omar regardé. Di Felice. Il a fini la course en un peu plus de 5 jours. Oh là Et là. la barrière horaire pour être finisher officiel, c'était 10 jours. Ah ouais. Et là, ça a été super beau parce que sur cette course, 100% des finishers de la course ont été finishers dans les temps. Ah, ça c'est bon.
Donc Ça, c'est excellent. Ah ouais, ça, ça, c'est c'était top. beau. Et pourtant, faire ça en 10 jours, si tu le fais en 10 jours, donc la limite max, Mmh. c'est déjà énorme. C'est déjà Ah faire beh, oui. 250 kilomètres par jour. Non, mais Avec c'est ça, 30 c'est 000 faire mètres 10 de jours D+, d'effort, ça en fait fait. 250 avec 3000 mètres de D+, tous les jours. C'est ça. Non, et c'est vraiment faire un effort Et voilà, tous et les en jours plus, monter sur tu son vélo, répètes. quoi. Ouais. Donc Et, ouais, euh, c'est et le carrément énorme. premier, du coup, lui, impressionnant, il a fait en gros en moyenne 500 kilomètres par jour, en C'est moyenne. énorme. Donc c'est monstrueux. Mais Ouais. c'est ça qu'on en discutait vachement avec les autres concurrents sur le parcours, c'est qu'il y a un monde d'écart en fait Mmh. entre les premiers, on va dire ceux qui jouent la gagne, le top 10 Mmh et mh. le reste des gens. C'est une autre dynamique de course Ah mais et ceux complètement, ceux qui sont sur le début, ils partent vraiment là, ils ont qu'une envie, c'est de gagner, alors que mmh, nous, on a qu'une envie, c'est de finir. Donc c'est déjà, ça. au moment du Ouais, départ même, c'est pas la même on est dans chose. des optiques différentes. Ouais. C'est ça, tu te bats pas pour le Mais c'est palmarès. intéressant de voir que on a des niveaux hyper différents là-dessus. On fait le même parcours, on fait la même course. On a vécu des choses différentes, mais sur le même parcours, etc. Donc c'est trop cool aussi de voir tout Bon, ça. rassure-moi, toujours pas dégoûté du vélo? Tu vas toujours continuer à faire des trucs, Non, 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 un peu non, cool? Tout non, va bien? franchement, c'est autant tu vois, il y a des courses où j'en ai vraiment chié sur la fin. Autant je pense que cette course, et bon, c'est aussi peut-être un point d'amélioration, c'est que j'ai pas eu de moment où je me disais j'en peux plus, ou à la fin se dire je suis dégoûté, j'en ai trop fait, Mmh etc. mh. Je pense que j'étais vachement dans le ménagement et je voulais avoir ce rythme endurance et toujours garder une réserve sous le pied Mmh. pour être capable de pousser un peu plus le lendemain. Ouais, bah, Du après, coup, je pense que c'est une vraie force pour toi aussi, c'est que tu pas ta première course, tu pas ton première ouais. distance. Donc je pense que ouais, tu as aussi de la bouteille et tu commences maintenant à beaucoup mieux te connaître. Ouais, c'est ça. Et moi, ma seule envie, c'était de finir. Le chrono, presque, ça m'importait pas. Ce que je voulais, c'était de finir. Donc, je voulais toujours ne pas me cramer. C'était un peu Mmh mon mh. maître mot sur toute la course, c'était ne pas me cramer parce que si tu te crames un moment, le lendemain, t'avances plus. Mmh mh. Et je me suis d'ailleurs fait très très peur la première nuit. Je t'ai pas raconté, la première nuit a été un peu épouvantable pour moi parce que, Ouais. chose assez marrante, cet hiver, j'ai tenté la Festive 500, donc c'est faire 500 Mmh mh. kilomètres de vélo. C'est un challenge par Strava entre Noël et le jour de l'an. Yes. Ouais. Et avec plusieurs potes, on se dit bah, à chaque fois, bah, c'est cool. D'habitude, il faut faire 70 bornes par jour sur la semaine et c'est fait. Mais nous, ça nous fait chier de sortir tous les jours, donc on se dit bah, on fait une fois 500 bornes et comme ça, c'est plié. Défi un peu con, surtout en hiver, les nuits sont très longues, il fait froid. Mmh mh. Et cette année, je suis parti tout seul. Euh, Ouais, je l'ai vu, et tu sorti une vidéo, là-dessus? Exactement, ouais, Je l'ai j'ai vu fait cette une vidéo semaine en plus. là-dessus et pour moi, c'était un gros fail. En fait, j'avais mal prévu ma bouffe, j'avais pris que du sucré, pas de salé Mmh. et en fait, au milieu de la nuit, j'ai fait, je pouvais plus du sucré, du coup, j'ai arrêté de m'alimenter parce que je pouvais pas manger, je pouvais même plus voir ce que j'avais dans les sacoches et bah, du coup, en fin de nuit, j'avais plus d'énergie. Les cafés, ils ouvraient enfin, les boulangeries ouvraient super tard, Mmh. parce que c'était l'hiver, au moment de Noël. Il faisait pas de café, il faisait que du sucré, donc ça m'a pas du tout aidé. Et finalement, j'ai abandonné au bout de 250 kilomètres sur 500. Donc j'ai fait une vidéo pour expliquer ça, pour dire, Mmh. bah voilà, je me suis raté parce que j'ai mangé que du sucré et pas de salé. Et là, première nuit de course, on part à Mmh. 21h. À 3h du mat, je me rends compte que je fais exactement la même Exactement erreur. la même bêtise. La même. Parce qu'en fait, sur le préparatif avant course, je pense à 1 million de choses sur toute la durée du parcours. Je pense pas forcément à ma première nuit. Et d'habitude, quand je vais dans une boulangerie, j'achète toujours le sandwich de secours. C'est le Ouais, sandwich que je ne mange pas, mais que j'ai dans les sacoches, au cas où tu au cas où. traverses une zone où il n'y a pas de boulangerie, il n'y a pas de resto, et comme ça, tu as du salé. Mais première nuit de course, j'ai pas pensé à acheter ce sandwich de Mmh mh. secours au moment du départ. Du coup, je me souviens encore, il est 3h du mat, j'arrive plus à manger parce que j'ai que du sucré, j'en peux plus du sucré, ça monte, j'en peux plus, j'ai plus dû, je fais une grosse fringale et je me vois encore, je m'allonge à côté de mon vélo, enfin je m'allonge, je tombe presque du vélo et je m'allonge à côté de la route, limite en train de pleurer sur le bord de la route en me disant: «Mais Clément, mais qu'est-ce que tu fais? Tu trop con. C'est la première nuit de course, on est parti depuis quelques heures et Ouais. tu fais déjà une fringale sur une erreur que tu connais, que tu as expliqué en vidéo. Euh, donc là, franchement, la première nuit a été très très dure. Et finalement, je me suis dit, bah c'est simple, là j'ai plus de jus, ou je m'endors maintenant et bah, peut-être que ça m'aidera, mais peut-être que non.
Mais de Mmh. toute manière, genre, il n'y a aucun endroit où acheter de la bouffe maintenant ou à quelques kilomètres parce qu'on est au milieu d'une montée. Ou alors, je me force à manger du sucré, comme ça me donne un petit peu de jus. Et j'essaye de rouler, même si je roule à 2 à l'heure, mais je roule jusqu'à 6-7 heures du mat où je trouve le premier magasin ouvert et je le dévalise. Finalement, j'ai opté pour la deuxième solution. Je me suis forcé à manger, mais je mangeais, tu sais, comme quand t'es malade, là, des Ouais, ouais, micro-bouchées que t'arrives à peine à c'est vrai. avaler. Et je suis reparti. Donc, un peu énervé de ce que j'avais fait. Et finalement, à 6h20, on tombe sur une espèce de petite station essence avec une boutique où il y avait la femme de ménage qui était en train de nettoyer, qui ouvrait à 7h. Et donc là, je m'arrête, je m'allonge devant et je me dis, bah, je fais une petite sieste jusqu'à ce qu'ils ouvrent. Finalement, il y a d'autres concurrents qui passaient par là qui nous ont rejoints. Donc, on était 6 ou 7, je crois, à attendre l'ouverture. Et puis, eux, à l'intérieur, voyant qu'on était plusieurs à attendre qu'ils ouvrent, ils ont ouvert un peu plus tôt. C'était cool. Et là, j'ai pu remanger. J'ai pris bien du Ouais. salé. Donc là, je me suis un peu remis en jambe. La journée d'après a été quand même assez longue parce que quand tu fais une fringale, Bah, bah, oui, c'est après, pas en faut mangeant manger. un peu de sel que ça repart. J'avais encore un peu l'estomac en vrac. Donc la journée d'après, elle a été pas des plus simples non plus, parce qu'il fallait le temps de se remettre, de remettre toute l'énergie dont ton corps a besoin, etc. Donc pas une journée les plus optimales, mais bon, j'ai pu rouler quand même. Et puis bah après c'est reparti. Donc là c'était vraiment une grosse difficulté pour moi. Euh, Surtout que c'est bête, mais quand c'est quand quelque chose que tu connais, en plus, tu te ah dis: «Mais c'est ouais, pas possible, quoi». Tu ouais dois être en je me suis dit colère ouais, contre toi. ah ouais, j'étais dégoûté. Je me suis dit mais je pars pour 10 jours de course. Et là, en même pas 10 heures, j'ai déjà fait une erreur énorme. Et je me dis, mais si je commence comme ça, jamais je finis, quoi. Donc, Tu m'étonnes. ça m'a fait un peu peur quand même. Je me dis, je suis un peu mal parti. Après, Bon et puis au alors final, en vrai, au moins j'ai fait l'erreur au bon moment. Comme ça oui, m'a appris et j'ai été vachement prudent sur le reste de la course. Donc oui, des fois, il faut après j'ai pas fait de mieux que ça grosse commence erreur. comme ça quand tu es encore en pleine forme qu'effectivement Ouais, c'est ça. quelques jours après. Bon et Et du coup, après, tu as des objectifs, futurs? Qu'est-ce que eh tu bien, écoute, as on m'a posé cette question et qu'est-ce que franchement, tu je réponds? t'avouerai que j'ai été tellement focus cette année sur la Race Cross France Mmh. que j'ai pas trop pensé à la suite. Après, comme on dit tous, c'est pendant la course, tu réfléchis à ce que tu fais après, tu dis ah ouais, non, mais 2500 c'est trop, l'an prochain, je pense que je ferai que la 1100 si je refais ou quoi. En fait, tu sais très bien que tu dis ça parce que tu es pendant la Ouais, voilà, course. c'est ce que j'allais dire. Alors Et ça, là, tu me le tu dis vois, sur la course, hein, mais normalement, les ouais. 24 heures après, tu dis: «Non, mais c'est bon, je la referai». Voilà. Voilà, déjà J+7, je me dis: «Bah, non, mais je vais pas faire 1100 s'il y a une 2500 de proposée, c'est bête». Donc voilà. Après j'avais un petit peu le rêve, mais comme tout ultracycliste, c'est de participer à la Transcontinentale, Mmh. qui elle est une course beaucoup plus grosse, qui traverse l'Europe, qui fait 4000 kilomètres. Je me rends aussi compte que, entre 2500 et 4000, il y a quand même une sacrée différence aussi. Ah oui, 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 ça c'est sûr. Donc, et en plus de ça, c'est aussi très prenant en temps, Non, mais en ça termes de bah, congés que tu c'est poses. ça. Mmh. C'est monstrueux. Donc, pour l'an prochain, j'ai pas encore trop réfléchi. De toute façon, les inscriptions pour la saison d'après, il y a encore rien de trop ouvert. Donc, je pense que je vais me laisser le temps de finir de digérer un peu ce que j'ai fait là, Ouais, et puis de de découvrir aussi les autres épreuves, parce que bah, il n'y a pas que la Race Cross France, il y a... beh, j'ai vu qu'il y en a une qui traverse l'Espagne, Ouais, qui est il y en a plein, programmée tu là. vois, Ouais, en France, en Europe, ou partout. pas très très loin, il y en a quand même pas mal. Donc, en plus, plus tu fais des courses comme ça, plus tu rencontres un peu la C'est ça. communauté ultra-cycliste, donc tu vois aussi ce qui se fait, ce qui est proposé. Puis Donc, après, tu en as dans tous les sens, tu sais plus où donner de la tête, tu sais plus par ouais, quel commencer. exactement. Ou tu vois, si tu as des auditeurs qui écoutent le podcast et qui pensent à une super course, bah, franchement, faites-moi un message hein, sur Instagram ou quoi, Clément Ah mais Random. oui, oui, mais venez le dire parce que Dites-le-moi, même moi, ça allez m'intéresse. m'inspirer, et puis, C'est ça. Mais moi, et en puis tout cas, ce voilà, qui est quoi. sûr, c'est que tu m'as inspiré pour l'année prochaine. Alors, je ne prendrai Bah, certainement pas merci beaucoup. ce volume-là, parce que Ouais, je veux y aller par étapes, parce que sinon, je me connais, moi et les excès, c'est ouais, toujours trop. Mais ouais, déjà, peut-être commencer par au moins la 500, ça sera ouais, la 500 ouais, très belle course. Alors ou en la vrai, 1100. surtout, l'avantage, c'est que jusqu'au kilomètre 1100, c'est magnifique en termes de Mm. paysage. Après, attention quand même, la Race Cross France 300 et 500 kilomètres.
déjà, tu peux te dire c'est des petites distances par rapport à la 2500. Oui, Après, mais ça reste quand même 300 c'est et ça. 500 kilomètres. Et surtout, le très gros piège là-dessus, c'est que c'est pas 300 ou 500 kilomètres de plat. C'est Parce ça, que c'est dans les sur les Alpes, donc premiers kilomètres, c'est que de la montagne. c'est Donc, ça. y en a qui l'ont tenté, des Parisiens qui avaient pas trop l'habitude des montagnes. Et entre faire un 300 kilomètres en Île-de-France et faire le 300 kilomètres de la Race Across France, Ouais, c'est ça. c'est clairement pas pareil. C'est pas pareil. Je peux t'assurer que moi, à chaque fois que je vais dans les Pyrénées, quand je commence à faire un col et qu'on fait 20 bornes, je fais bon, les gars, c'est bon, moi j'ai ma dose, je me casse. C'est ça. Alors que d'habitude, les 20 bornes, tu les C'est cours ça, bah normalement, relativement tu sors pas le facilement. vélo si on te dit que tu fais 20 km, quoi. Tu dis non, bah, c'est Voilà. bon. Donc, non, Mm. c'est complètement autre Mm. chose. Bon, mais vraiment, merci Clément de m'avoir raconté tout ça. Ça me fait Bah, trop pas de plaisir. quoi, tu vois, en plus, Je voulais t'as vraiment l'honneur, t'entendre parce que t'as c'est l'honneur d'être la première personne à laquelle je raconte officiellement cette course. Ah, bah, je suis encore plus contente Voilà. alors. Bon, et merci Ouais, beaucoup. Puis pas de toujours un quoi. plaisir de te suivre. Et puis j'espère que bah, la prochaine fois que tu Ouais. feras encore un truc comme Et puis ça sera sur le podcast. moi, je prépare 2 vidéos sur le sujet de la Race Cross France. Je sais pas encore quand est-ce qu'elles vont sortir parce que j'ai pas mal de travail de montage vidéo sur Ben, lequel on j'ai les un mettra petit peu de en. retard. Hmm. Mais je vais préparer une vidéo assez courte qui devrait sortir, j'espère, d'ici pas trop de temps, où je vais présenter un petit peu le setup matériel que j'ai pris sur la Race Ouais, Cross ça France. c'est une super bonne Parce idée. que ouais, course après course, j'arrive à améliorer quand même tout mon matériel, l'avoir de plus en plus réfléchi. Et quand tu l'as utilisé une semaine, tu arrives à vraiment te rendre compte de ce qui est utile et pas utile. Donc ça, c'est cool. Et après, j'ai essayé aussi de filmer, faire quelques images pendant la course. Donc je pense Mhm. que je ferai un espèce de petit récit chronologique de comment s'est déroulée la course avec quelques images de pendant. Donc j'espère que ce sera sympa. Mais ça me demandera un petit peu plus de temps de montage et j'ai un peu de travail que je préférerais faire passer avant. Donc ça sortira dans un petit peu Bon, plus. je partagerai en tout cas tout ça. Puis moi, ça me fera plaisir de regarder toutes ces vidéos. Ah bah c'est cool. Bon, merci beaucoup Clément. Et Voilà. puis à très bientôt. Bah merci Pauline. Et puis bah ouais, à bientôt avec grand plaisir. Yes. Salut. Ciao.